Quel est votre rapport à l'argent? Je me suis rendu compte au fil du temps qu'il y a en réalité 4 profils différents en ce qui concerne l'argent. Un qui est catastrophique, 2 qui ne gère pas bien et un seul qui gère réellement bien son argent. Lequel d'entre ces 4-là est le tien? J'ai créé un quiz spécial gestion personnelle des finances que tu trouveras dans la barre de description de cette vidéo et qui te permettra de répondre à cette question-là. Mais avant d'aller regarder ce quiz-là, cette vidéo va te permettre de comprendre un certain nombre de choses par rapport à la gestion des finances. La première, c'est que ce qui déterminera ta capacité à pouvoir t'enrichir, ce ne sera pas combien tu gagnes, mais bien combien tu parviens à mettre de côté chaque mois. Ça, c'est une notion que j'ai compris bien assez tôt et qui m'a permis justement, depuis même l'époque où j'étais encore jeune diplômé, de pouvoir commencer à mettre de côté des sommes conséquentes. Par exemple, tu vas voir dans cette vidéo comment je faisais pour mettre de côté plus de 1000 € tous les mois alors que je ne touchais que 2000 €. Et donc, en mettant plus de 1000 € de côté tous les mois, je mettais de côté déjà bien plus d'argent que des amis qui étaient en couple et qui ensemble touchaient 5000 €. Comment quelqu'un qui touche 2000 € parvient donc à mettre de côté plus que des gens qui, à deux, touchent 5000 €? Tu comprendras aussi dans cette vidéo ce qui s'est passé. Ceci te permettra peut-être de comprendre quelles erreurs tu fais déjà aujourd'hui et qui te bloquent, t'empêchant donc de fait de pouvoir t'enrichir. En réalité, pour pouvoir gérer mes finances comme je le fais aujourd'hui, j'ai eu 3 écoles, 3 enseignants. Et dans cette vidéo, je vais te partager le premier enseignant qui m'a véritablement bâti par rapport à la gestion des finances. Demain, je te parlerai du deuxième et le jour d'après, du troisième. Mais attention, c'est très loin d'être le type d'enseignant auquel tu penses. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo et si je te parle d'entrepreneuriat et d'investissement parce que je suis convaincu que ce sont les 2 piliers sur lesquels la communauté noire doit s'appuyer si elle veut émerger. Donc si toi aussi tu veux faire partie de cette belle aventure, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et activer les notifications pour être informé de l'apparition de toutes nos nombreuses vidéos business comme celle-ci qui vont t'apporter du très bon contenu, t'aidant donc de fait à pouvoir améliorer ta vie et atteindre tes objectifs. Et puis ensuite, je te propose d'aller dans la barre de description pour cliquer sur le lien et recevoir gratuitement le quiz que j'ai créé justement, dont je vais te parler dans cette vidéo et qui va te permettre de déterminer à quel niveau tu en es avec ton argent. Est-ce que tu es une passoire? Est-ce que tu es quelqu'un de dangereux ou alors tu es quelqu'un qui est en train d'aller tout droit vers l'enrichissement? Plusieurs personnes me demandent souvent comment est-ce que je fais pour gérer aussi bien mes finances. Comment je fais pour ne jamais être à découvert et comment je fais pour ne pas succomber aux tentations que les publicitaires nous exposent chaque jour au quotidien. Mais aussi, comment je fais pour que mois après mois, mon enrichissement s'agrandisse. Ben écoute, en réalité, comme je l'ai dit en introduction, j'ai eu 3 enseignants en termes de gestion de finances. Et le premier d'entre eux, c'est mon père. Mais quelle est donc la légitimité de mon père à me donner des conseils en termes d'argent? Nous avons tous des pères, nous avons eu tous des pères ou des mères, et ils ne sont pas forcément tous des personnes aptes à nous donner des conseils financiers, peut-être parce que justement dans leur propre vie, ils n'ont pas su gérer de l'argent. Qu'est-ce qui fait donc qu'aujourd'hui, je puisse considérer que mon père est une source crédible quand il s'agit d'argent? C'est ce dont je vais te parler dans cette vidéo, son histoire. Tu la connais peut-être déjà un tout petit peu parce qu'on a commencé à en parler très rapidement sur cette chaîne, notamment au travers de l'interview que j'ai faite avec lui. Mais aujourd'hui, je vais aller davantage en profondeur et te donner des détails qui vont te permettre d'avoir la vision globale. Mon grand-père était ce qu'on appelle un ancien combattant. C'est quelqu'un qui était allé à la guerre pour l'armée française. Et malheureusement, il est revenu de là sans avoir reçu ni de prime ni quoi que ce soit de l'armée française. Donc voilà quelqu'un qui est allé risquer sa vie pour l'armée française et qui de retour au pays galérait quoi. Et donc du coup, les enfants de mon grand-père, donc parmi lesquels mon père, ont grandi dans des conditions financières très très difficiles. Pour te dire à quel point mon père, quand il était enfant, ramassait des ordures dans les poubelles. Pour moi, c'est vraiment le stade le plus bas de la pyramide. Quand vous voyez des enfants aller ramasser des ordures dans des poubelles pour essayer de pouvoir vivoter, comprenez bien que la famille vit dans une galère extrême. Et bien c'est pourtant dans ce contexte-là que mon père a grandi. Mais partant de là, il y a eu bien évidemment un déclic dans sa vie qui est intervenu quand il avait l'âge de 8 ans. J'ai déjà parlé de ça ici, mais vous allez comprendre ce qui s'est passé après. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à l'âge de 8 ans? Il était un jour justement en train de ramasser des ordures dans un quartier chic, Bastos, au Cameroun, à Yaoundé précisément, qui est un peu l'équivalent du 16e ici en France. Bref, vraiment un quartier de riches. Et donc, du coup, dans ce quartier-là, il y avait une barrière qui était ouverte à midi, parce que c'était à midi qu'il ramassait. Et puis, il entendait des bruits de cuillères, de fourchettes et des enfants qui parlaient à table avec leurs parents. Et donc, il s'est posé une question toute simple. Pourquoi est-ce que ces enfants-là sont à table en train de manger avec leurs parents et moi, je suis ici en train de ramasser des ordures? Vous savez, tout changement réel, tout changement véritable part d'un ras-le-bol.
part d'une prise de conscience. Et si vous voulez que votre vie change en termes de finances, il faudrait que vous, même à un moment donné, vous preniez conscience de vous dire « Mais qu'est-ce que je suis en train de foutre avec mon argent? Qu'est-ce qui est en train de m'arriver? Pourquoi est-ce que je gère si mal? Pourquoi est-ce que le temps passe et j'ai l'impression que je m'enfonce dans la dette, je m'enfonce dans l'appauvrissement ou alors je ne parviens simplement pas à aller vers mes objectifs comme je le souhaiterais? » Il faut à un moment donné qu'il y ait un ras-le-bol. As-tu déjà connu ce ras-le-bol-là? Moi, je l'ai connu et je t'en parlerai dans la vidéo qui paraîtra demain. Et donc, du coup, mon père, donc, à cet âge-là, il a commencé avec des questions comme celle-là. Pourquoi? Et à force d'y réfléchir, il s'est rendu compte qu'en fait, les parents de ces enfants-là avaient fait des études. Et ce sont ces études-là qui leur ont permis d'avoir les boulots qu'ils ont eus. Et donc, du coup, de fait, le style et la qualité de vie qu'ils ont pu donner à leurs enfants. Et donc, dès cet âge-là, à 8 ans, mon père s'est promis d'aller au travers des études changer sa destinée. Voilà pourquoi est-ce que mon père accorde une importance très importante aux études. Et il croit vraiment aux études comme un ascenseur social qui permet donc aux gens qui n'ont rien de pouvoir devenir des personnes respectables dans la société demain. Et il va travailler très très dur. Toutes ces études, mon père va être toujours parmi les majors, toujours parmi les meilleurs. Il ne va jamais reprendre une quelconque classe, même à l'université. D'ailleurs, pour te dire, quand il était à la fac, on a proposé justement à des gens de sa promotion d'intégrer l'armée, chose qu'il avait complètement refusée parce qu'il estimait que les plus brillants n'allaient pas à l'armée. Alors aujourd'hui, il a plein de ses camarades qui sont des personnes qui sont très huppées, très haut placées dans l'armée, mais lui, il avait fait le choix de dire « Pas du tout, je n'ai pas envie d'y aller parce que ce n'est pas là-bas que les gens les plus intelligents vont. » Donc du coup, bref, il continue donc son cursus et il finit par sortir de l'université. Et à l'époque, bien évidemment, il intègre une banque. Très rapidement, comme cadre, il va devenir directeur dans cette banque-là. À 26 ans, il devient l'un des plus jeunes directeurs de banque du Cameroun. Et là, on pourrait se dire « Waouh, quelle belle histoire !» Oui, l'histoire est belle si on s'arrête là. Mais il y a une suite. Que se passe-t-il donc à partir du moment où mon père est directeur de banque? Et c'est cette partie que vous ne connaissez pas. Et donc, il se trouve que mon père était quelqu'un qui était quand même beaucoup dans la fête. C'était un jet-setter. Même aujourd'hui, quand je revois les photos de mon père quand il était jeune, waouh, le gars était juste bien habillé, beau gosse. Franchement, très attirant, quoi, comme homme. En plus, tu vois sa photo, tu sens que le mec, il est pété de thunes, quoi. Même sur les photos, ça transparaissait avec les coupes afro, plein de trucs. Bref, quoi qu'il en soit, donc, il vit sa vie à fond, quoi, à cette période-là. Et bien évidemment, de fait, il n'a aucune gestion des finances. Et pourtant, il est banquier. Il est directeur de banque. À ce moment-là, je le précise, dans la ville de Kribi, ville dans laquelle il était directeur d'une agence de la BICIC, qui va devenir BICEC par la suite, ben, il a toute la ville à ses pieds. Parce qu'en fait, finalement, il est directeur d'une agence, d'une grande banque multinationale française implantée au pays. D'ailleurs, il raconte dans l'interview qu'on a faite ensemble quels étaient ses rapports avec la hiérarchie blanche qui, bien évidemment, était beaucoup moins compétente et pourtant qui avait des avantages faramineux dans l'entreprise. Bref, quoi qu'il en soit. Donc, de ce moment-là donc de sa vie dans lequel il a autant d'argent, on va dire qu'il en profite, quoi. C'est quelqu'un qui était vraiment très connu dans la ville. Mais pour te dire à quel point, je suis allé au Cameroun récemment, je suis allé à Kribi pour acheter un terrain, justement. Et au moment de l'achat de ce terrain-là, le monsieur qui nous vendait le terrain, il se trouve que c'est quelqu'un qui est dans la ville depuis plus de 30 ans. Et donc, je l'ai découvert quand on était en train de parler de paperasse administrative. Donc, quand je rentre à Douala, je fais savoir à mon père avec qui je suis en train d'acheter le terrain et le nom du monsieur. Mon père me dit, mais oui, bien sûr, je le connais. C'est quelqu'un qui me connaît. Dis-lui que tu es mon fils. Donc, de fait, je rappelle le monsieur plus tard et je lui dis, en fait, je suis le fils de tel. Et là, le monsieur est juste, ah, mais oui, en fait, c'est lui votre père. Mais je le connais très bien. C'était un monsieur qui était très généreux. Il aimait beaucoup faire la fête. Toute la ville le connaissait. Un monsieur, ainsi de suite. Donc, il me reparle de mon père. Il me dit, mais en fait, tout le monde ici connaît votre père, du moins tous ceux de ma génération. Donc, c'est vraiment un mec qui avait marqué la ville, quoi, par sa manière de faire. Tous les vendredis, il offrait quasiment la tournée à tout le monde, quoi. Parce que, je veux dire, je crois qu'il ne savait pas quoi faire avec de l'argent. Il en avait vraiment beaucoup. À cette période-là, il a profité pour envoyer tous ses frères et sœurs qui le voulaient aller faire des études à l'étranger. Bref, parce que comme je te l'ai dit, il croyait vraiment aux études comme ascenseur social. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui va beaucoup investir chez les autres, être très généreux envers les autres. Et malheureusement, comme tu vas le comprendre dans la suite de l'histoire, quand lui, il va être mal, plus personne ne sera là pour lui. Oui, parce que cette belle histoire-là, elle a une fin. Et la fin, c'est quand il va y avoir un vol dans la banque. Une enquête va être diligentée pour comprendre qui a fait quoi. Et au terme de cela, mon père va ressortir blanchi. Mais il est quand même responsable de l'agence. Donc, ce qui se fait dans l'agence est sous sa responsabilité. Et si des cadres de la banque parviennent à voler de l'argent alors que lui-même il est directeur, eh bien forcément, il est impacté par ce type de mauvaises nouvelles. Donc, ce que la banque va faire, c'est qu'elle va le licencier en lui donnant un gros chèque, simplement. Donc, première erreur de mon père, sorti de la banque avec son gros chèque, il va maintenir le même rythme de vie en se disant de toutes les façons, je vais trouver quelque chose très rapidement.
Deuxième erreur, il va refuser plusieurs postes qu'on va lui proposer parce qu'il va dire de ma position de directeur de banque, je ne peux pas aller prendre des postes de cadre et autres. C'est pas mon standard, c'est pas mon standing ça. Il va même accepter 2-3 postes à gauche à droite, mais ça va pas bien se passer dans ces boîtes-là parce que finalement ça ne correspondait pas vraiment à ce qu'il voulait faire. Donc du coup, très rapidement, l'argent va commencer à diminuer, mais le rythme de vie va être maintenu. Villa, domestique, chauffeur, grosse voiture, bref. Le rythme de vie est maintenu, mais l'argent ne rentre plus. Et donc, tu vois déjà peut-être venir la catastrophe, n'est-ce pas? C'est qu'au bout d'un moment, ce rythme de vie va devenir intenable. Les postes qu'il refusait ne seront même plus disponibles. Quand il voudra les prendre, il ne pourra pas y avoir accès. Et là, la descente aux enfers va commencer. Il va commencer déjà par déménager du beau quartier, de la belle villa, aller dans un quartier vraiment retiré, en brousse quasiment. Il n'y avait même pas d'électricité à la maison pour te dire à quel point c'était la brousse. Et oui, on va arriver à ce stade-là quoi. Voiture vendue, les appareils et tout vendus. Tout va être vendu quasiment pour pouvoir survivre. Et donc, voilà quelqu'un qui avait vraiment tout, littéralement, qui se retrouve avec quasiment rien du tout. Pour que tu te rendes compte à quel point la galère était profonde, le soir, c'est avec des bougies que l'on étudiait. Tu te rends compte le niveau de pauvreté pour quelqu'un qui était hier directeur de banque. Voilà là où il était arrivé. N'ayant pas d'argent, il va même se retrouver à marcher à pied pour aller même à des entretiens d'embauche. Cette phase-là va être une phase très difficile. Aujourd'hui, quand vous marchez avec mon père jusqu'à présent, si vous ne faites pas gaffe, il vous laisse derrière tellement il marche vite. Quand les gens me disent « moi je marche vite, je rigole. Moi, je ne marche pas vite. Mon père marche vite. » Et pourtant, cette phase difficile de sa vie va lui être salutaire, notamment en termes de santé. Mon père aujourd'hui a une santé de fer. Chaque fois qu'il va faire ses bilans sanguins, les médecins lui disent « mais vous, je ne sais pas ce qui se passe, mais vous avez une santé qui laisse présager que vous allez peut-être vivre jusqu'à 100 ans. » Mais tout ça lui vient de cette partie de sa vie-là, là où tout était difficile et là où il a appris dans la souffrance, la marche, la difficulté. Toutes les semelles de chaussures, pour celles qu'il n'avait pas vendues, étaient complètement ruinées. Tellement il marchait sous le soleil. Toutes ses chemises avaient des plaques partout. Parce que bien évidemment, il marchait tout le temps sous le soleil pour aller chercher un job. Mais même là, il n'en trouvait pas. Il s'est trouvé du temps pour développer une passion pour les arbres, pour les fleurs. Il y a plein de rosiers à la maison. À l'époque, quand j'étais petit, chacun avait son arbre, son goyavier, ainsi de suite qu'il avait planté. Il va se prendre un amour fou pour les plantes parce qu'il était à la maison. C'était très difficile pour lui pendant cette phase-là. Et voilà donc la phase en réalité qui va lui permettre d'apprendre la sagesse dans la vie. Tout ce qui était supposément ses amis d'hier vont tous disparaître quasiment. Il va se retrouver seul au monde, avec sa famille et ses problèmes. D'ailleurs, mon père nous a souvent confié qu'à un moment donné, il a même pensé à se suicider. Et un jour, il avait même préparé les cachets qu'il s'apprêtait à boire et donc à se donner la mort. Parce que la situation qu'il vivait était juste beaucoup trop difficile pour lui. Mais la vue des enfants lui a fait se dire, mais si je pars maintenant, qu'est-ce qu'ils vont devenir? C'était tellement difficile. Je veux dire, pour que tu vois un noir qui pense à se suicider, c'est vraiment qu'il est arrivé à un stade juste désespéré parce qu'il n'avait plus d'argent. Mais la vie est ce qu'elle est. Elle te frappe très durement, te met dans des phases de tempête, mais toute tempête est temporelle. Ça peut durer 1 an, 5 ans, 10 ans, mais la tempête finit par passer. Et heureusement pour mon père, il a tenu bon pendant ce moment de tempête et la tempête a fini par passer. Il a recommencé à trouver du travail. Il a de nouveau eu des postes dans la banque et les choses ont redémarré. Mais il n'a jamais oublié d'où il venait. Et c'est ce qu'il dit souvent, c'est que l'un de ses principaux problèmes quand il avait beaucoup d'argent dans sa jeunesse, c'est qu'il avait oublié d'où il venait réellement. Qui était son père? Dans quel cadre il avait grandi? Quel rapport il était supposé avoir à l'argent? Il l'avait oublié ça. Et donc, bien évidemment, il vivait, comme il aime souvent lui-même le dire, un petit blanc sans conscience. Et bien évidemment, la deuxième fois, quand les choses vont redémarrer, eh bien, il ne va pas recommettre les mêmes erreurs. Mais cette phase-là, c'est la phase dans laquelle il va apprendre des conseils sur l'argent qu'il va gracieusement transmettre à ses enfants. Et donc, quand mon père parle d'argent, quand il parle de gestion de finances, il ne parle pas de théorie. Il parle de choses vécues. Et donc, quand quelqu'un comme ça te donne un conseil, 2 choses à faire, écoute et applique. Tu ne négocies pas, tu ne discutes pas, tu appliques. Du moins, si tu veux avoir de la sagesse dans ta vie. Et donc, quand j'ai fini mes études, il m'a donné un conseil en me disant « Philippe, tu maintiens ton rythme de vie étudiant pendant 1 an minimum, voire 2 ans. » Ce conseil-là m'a été salutaire parce que sinon, je serais tombé dans le même piège que tous mes camarades qui avaient terminé leurs études.
Ils ont tous déménagé des résidences étudiantes, ils sont allés prendre des appartements, ils se sont mariés, ils ont eu des enfants et ils ont commencé bien évidemment à se faire plaisir, acheter des voitures, ainsi de suite, prendre des crédits pour se faire davantage plaisir parce que mais ils avaient trop souffert apparemment de la période de vie d'étudiante. Moi, ça n'a pas du tout été le cas. J'ai maintenu mon rythme de vie d'étudiant pendant plus de 5 ans. Et je rappelle que quand j'étais étudiant, justement, je dépensais 750 € par mois, tout compris. Loyer, charges de nourriture, de transport et tout ce que tu veux, 750 € par mois. Quand j'étais en stage, je touchais 1200 €, donc je parvenais, malgré la période de stage, à mettre de côté plus de 400 €. Et quand j'ai commencé à travailler donc, et que je touchais 2000 €, j'avais 1300 € que je pouvais mettre de côté. De temps en temps, j'envoyais de l'argent au pays pour soutenir la famille, mais je pouvais garder 1000 €. Parfois 900, parfois 800. Mais les mois où je n'envoyais rien, je recomplétais les mois où j'avais envoyé un peu plus. Et donc, du coup, en moyenne, je mettais de côté plus de 1000 € par mois dès le début de ma carrière. Donc, dès 1 an, j'avais plus de 12 000 € sur mon compte. Dès 2 ans, parce que mon salaire allait aussi en augmentant très rapidement, parce que je savais très bien négocier mes salaires, hein. Avec le temps, mon salaire a commencé à grimper assez rapidement, 2200, 2500, 2700, 2800, mais je suis resté au même endroit. J'avais toujours mes 750 € de dépenses quasiment, parce que je ne mangeais pas dehors, très très peu. Je cuisinais à la maison et je cuisinais de bonnes quantités que je pouvais manger sur 2 ou 3 jours. Bref, les principaux postes de dépenses, je les optimisais. Je n'étais pas le gars qui achetait des vêtements tout le temps, je n'en avais pas besoin. Je gardais mes vêtements pendant longtemps, d'ailleurs je continue de le faire. Parce que dans ma philosophie, c'est comme ça qu'il fallait vivre et je n'étais pas frustré, ça ne me gênait pas. Moi, je suis quelqu'un qui, en réalité, je ne suis pas mal à l'aise quand je vis petitement. Pas du tout. Je suis même à l'aise comme ça en réalité. Je vous expliquerai davantage de techniques et de stratégies que je mets en place pour gérer des finances dans les prochaines vidéos. Mais en tout cas, la première source de sagesse, de gestion d'argent et de finances m'est venue de mon père. Il a la légitimité de l'expérience et il l'a transmise à ses enfants. Moi aussi, dans la vidéo qui paraîtra demain, je te raconterai les expériences que j'ai faites, qui m'ont bâti, qui m'ont formé et qui m'ont appris à devenir un maître en gestion des finances. Comment est-ce que je me suis fait rouler dans la farine? Comment est-ce que les petits-enfants du quartier qui étaient beaucoup plus sages que moi m'ont complètement berné? Comment est-ce que j'ai dû aller vendre au marché pour pouvoir apprendre à payer des fournitures? Bref, je t'expliquerai tout ça dans la vidéo qui paraîtra demain pour que tu comprennes d'où vient moi aussi ma légitimité à te parler de gestion de finances. Mais avant de nous séparer, je t'ai parlé d'un quiz. Et donc, je vais te poser quelques questions maintenant pour que tu vois un peu la pertinence pour toi de faire le quiz qui est dans la barre de description. Je t'annonce tout de suite que après ce quiz-là que tu vas faire, tu vas avoir la réponse au quiz dans ta boîte email. Donc, va regarder tes spams si tu ne la trouves pas. Et une fois que tu auras eu cette réponse-là, tu verras lequel des 4 profils est le tien. Est-ce que tu es vraiment le profil le plus catastrophique, dangereux et qui va tout droit vers sa perte? Est-ce que tu es le profil neutre qui ne sait pas vraiment où est-ce qu'il en est? Est-ce que tu es le profil qui a de l'argent dans son compte mais en réalité qui est perdu parce qu'il ne sait pas le gérer? Ou alors tu es le 4e profil qui lui, un peu comme moi, un maître dans la gestion des finances. Le quiz va te permettre d'y répondre. Mais après ce quiz-là, je vais te partager dans les prochains jours des mails spéciaux à toi et pas aux autres dans lesquels je vais te donner des conseils bien précis par rapport à ton profil pour te permettre d'aller un peu plus loin. Pour te permettre, même pour ceux qui ont un peu d'argent, de savoir comment l'épargner. Par exemple, dans le quiz qui va venir, tu vas devoir répondre à une question toute simple. Est-ce qu'aujourd'hui, tu mets de côté de l'argent pour les études de tes enfants? Est-ce que tous les mois, tu mets de côté de l'argent pour ça? Deuxième question, est-ce que tu mets de côté de l'argent pour ta retraite? Super, super important. Est-ce que tu mets de côté de l'argent pour ça? Ou alors, tu t'attends à l'État? Troisième question, connais-tu le montant exact de tes charges chaque mois? Combien tu dépenses pour vivre de manière complète? Moi, je t'ai dit tout à l'heure, c'était 750 €. Et toi, combien tu dépenses chaque mois pour vivre? Et puis, quatrième question qui n'est pas la moins importante, combien de mois de salaire as-tu en épargne dans ton compte bancaire actuellement? Si tu as moins de 6 mois, tu es très en danger. Tu comprendras pourquoi dans la suite. Merci beaucoup à vous d'avoir écouté cette vidéo. Partagez-la à tous et toutes celles que vous aimez en réalité parce que vous voulez qu'ils prennent en charge leurs finances. Vous savez, les gens négligent l'argent, mais comme tu viens de le comprendre, l'argent peut tout changer. Je vais t'apprendre dans les prochaines vidéos à quel point l'argent peut impacter ta vie. Je vais t'apprendre que l'argent est la cause principale, du moins, elle est l'une des causes principales de rupture et de divorce dans les couples, beaucoup plus que l'infidélité. Et pourtant, beaucoup d'entre nous négligent la gestion de l'argent. Dans la vie, il y a 2 domaines qui vont avoir une très grosse importance dans nos vies et que l'école ne nous enseigne pas.
la gestion de l'argent et la gestion des sentiments, l'amour. Et ces deux éléments-là, tu es d'accord avec moi, ils détruisent tous les jours des couples et des vies. Il est peut-être temps que toi aussi tu te ressaisisses. Ce n'est pas parce que tu es célibataire que tu n'es pas concerné. Pas du tout. Qui que tu sois, dès que tu gagnes de l'argent, tu dois savoir le gérer de la meilleure des manières. Je te l'ai dit pour la dernière fois. Rendez-vous dans le quiz. Bon, pour les autres, rendez-vous demain et dans la barre de description. Faites le quiz et dites-moi donc quel profil est le vôtre. On peut en parler dans les commentaires. Est-ce que l'histoire de mon père vous parle? Est-ce que vous-même vous avez connu des profils comme ça auprès de vous? Est-ce que c'est ce qui est en train de vous arriver à vous? Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui avec votre argent? Que vous soyez étudiant, salarié, stagiaire, dès que vous touchez un peu d'argent, vous êtes concerné. Et vous êtes aussi concerné même si vous n'en touchez pas encore aujourd'hui parce que demain, vous allez en toucher. Et si vous ne savez pas comment le gérer, il peut devenir une réelle cause de stress et même de maladie, voire même pour certains, malheureusement, de perdition totale. À très bientôt.